l'instant. Ouais. Véritable érudit, ce passionné des lettres organise, avec son complice Jean-Jacques Colonna d'Istria, un événement entièrement tourné vers l'art poétique. François-Xavier March est l'invité de Philippe Martinetti. Bonsoir François-Xavier March, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Vous organisez avec l'éditeur Jean-Jacques Colonna d'Istria l'événement littéraire La Saint-Jean des poètes, en plein cœur du village d'Alat, près d'Ajaccio. De nombreux poètes corses, mais également étrangers, viennent à la rencontre du public insulaire. C'est un moment particulier où la poésie se déclame à voix haute, surtout à voix haute. Est-ce cette belle idée de transmission, de partage, d'échange qui est au cœur de cette manifestation, François-Xavier March? Exactement. J'aime bien ce que vous dites quand vous dites à voix haute. Voilà. La poésie, on peut la lire chez soi, on la lit chez soi, dans son fauteuil, mais là, c'est vraiment l'occasion, le moment du partage et aussi de l'accueil. Parce que comme vous l'avez dit, il y a des poètes qui viennent de divers horizons. L'an passé, on a eu le plaisir d'accueillir des poètes d'Algérie, des poétesses aussi d'Algérie, des poètes irlandais qui reviennent cette année. Et on va accueillir aussi un immense poète français qui s'appelle Charles Julier et qui parrainera l'édition de cette année. Favoriser la rencontre entre les poètes, les citoyens, l'art poétique se partage, c'est vraiment ça qui est au cœur de cet événement. Et puis il y a un côté très ludique, tout le monde est emporté, il y a de la ferveur populaire. Parce qu'on a parfois le sentiment que l'art poétique c'est réservé à un carcan élitiste. Ben non, vous prouvez à travers cette manifestation qu'elle se partage, vraiment. C'est ça, il y a le vrai sens de la fête, de l'accueil. On retrouve aussi ce qu'il y avait, ce dont on nous parlait, enfin ce dont on me parlait quand j'étais enfant sur les veillées d'avant. On les retrouve, puisque là c'est l'occasion de la fête de la Saint-Jean. Le dimanche, je crois que c'est le 23 ou le 24 juin, il y aura le feu de la Saint-Jean. Autour du feu, les villageois, les gens de l'extérieur viendront. Et il y aura ce partage autour de chants, autour de textes et de poésie. Et il y a des moments aussi particuliers avec les enfants. C'est très important, ça. Voilà, alors ça sera le lundi et le mardi, toute la journée. Il y aura des écoles de la région d'Ajaccio qui seront accueillies par les poètes. Et les enfants seront invités à écrire leur poésie, à partager, encore une fois, leurs poèmes. Et moment important aussi, ils accrocheront, chaque enfant accrochera son poème à un ballon. Et en milieu d'après-midi, il y aura ce lâcher de ballon. Et les poèmes et les ballons partiront à tous les vents, je dirais, et iront où les vents les mèneront. Au dos de chaque poésie, il y aura les coordonnées de la personne et on espère les retours de ces poèmes. Il y a un fil d'Ariane dans les manifestations, dans les événements précédents, la Saint-Jean des poètes. Les auteurs qui viennent partager, c'est important ce mot, partager ce moment, leur acte poétique, s'intéressent à la question identitaire, l'identité. C'est toujours le cas aujourd'hui. C'est particulier de faire venir des auteurs du monde, d'Europe, irlandais, vous l'avez dit, algériens, du pourtour méditerranéen, et s'intéresser à la question de l'identité chez nous, en Corse. Alors, c'est vrai qu'on parle des poètes irlandais, et je me souviens de l'année dernière, ils ont pris le micro, ils ont dit leurs textes, leur poésie en gaélique. A priori, je pense que personne ne comprenait le gaélique. Et pourtant, je veux dire, dans leurs mots, dans leurs gestes, dans leurs intonations, passait cette identité gaélique-là que moi, personnellement, je ne connaissais pas. Et maintenant, quand je pense gaélique, je pense à ces gens-là qui ont proféré, scandé leur poésie, quoi. Et le gaélique résonnait avec le français, avec le sarde, avec le corse l'année dernière. Donc chacun vient avec son identité. Et tous ensemble, on forme une identité à cette occasion. Cette belle idée de transmission, c'est vraiment là, c'est très présent. Oui, parce qu'il y a vraiment des personnes, et là, ce n'est pas une image, mais de tous les âges. De tous les âges, vous parliez des enfants, il y a aussi des personnes, entre guillemets, je dirais, âgées. Et il y a un moment important chaque soir, c'est Sandrine Statuto et Jérôme Camilly qui accueillent et qui permettent aux gens de dire les poésies qu'ils aiment ou les poésies qu'ils ont composées. Et le micro passe de main en main, d'âge en âge, de nationalité en nationalité, et on a ce grand chant poétique et ça reste un très bon souvenir pour moi. Vous dites de nationalité en nationalité, la diversité, elle est au cœur de cet événement également, le partage. Ouais.
l'échange, Et la l'accueil, diversité. et l'accueil, parce que on accueille des gens venant de l'extérieur, mais ils nous font cet immense cadeau de venir et de nous ouvrir aussi des horizons. Je veux dire, on a la chance que ça se passe à quelques minutes d'Ajaccio, et c'est une chance immense, quoi. Allez, on va s'intéresser également à votre parcours artistique, François-Xavier Marc, et évidemment au théâtre. C'est plus qu'une passion. Vous avez créé la compagnie du Barouf. J'aime beaucoup ce mot et vous allez nous dire pourquoi dans les années 90. Ça vient de loin, hein, cette passion du théâtre. Ouais, ça vient, enfin, mes premiers souvenirs, c'est, je devais avoir, je sais pas, 4-5 ans, et on faisait des cours d'expression corporelle, et j'adorais me déguiser. Voilà, je me suis toujours déguisé en tout. Et le jour où je me suis aperçu que je pouvais peut-être en faire mon métier, ça a été une joie immense. Donc il a suffi on était au conservatoire à Créteil, à côté de Paris. On s'est réunis à quelques-uns, on était à la fac, à Paris 3, à Sancier, en théâtre. On s'est réunis à quelques-uns et on a créé cette compagnie, le Barouf. Le Barouf en hommage à Giorgio Strehler, le metteur en scène, à Goldoni. Et voilà, cette compagnie, elle a vécu 8 ans. On a eu des moments magnifiques et ça a été l'occasion de grandes traversées théâtrales et puis même géographiques. Le théâtre, dans le théâtre, qu'est-ce qui vous passionne ? C'est ce théâtre qui interpelle, qui vient nous chercher, nous autres spectateurs, qui nous bouscule, nous met les sens en éveil presque. Quand vous jouez Tchekhov ici en langue corse, c'est particulier, il y a une démarche volontaire. Oui, il y a quelque chose de l'ordre du rêve. De l'ordre du rêve. Je veux dire, une fois, j'avais mis en scène une pièce dont le titre m'échappe maintenant, mais en me réveillant un matin, j'avais eu l'image d'un personnage qui rentrait avec un bougeoir. Et 6 mois après, cette image a été sur scène face à un public. Et je me dis, c'est ça le théâtre. On passe d'un rêve, d'une émotion qui arrive en nous, comme ça, peut-être fugacement, et on réussit à la concrétiser ensemble. Et il y a encore cette idée du partage. Vous parliez de la Cerisay, du Tiragède, qui poursuit encore sa route là, dans les mois et les semaines qui viennent. C'est aussi, ça reste une belle expérience et un rêve. C'est-à-dire dire du Tchekhov en langue corse, en 2013, ici, devant des gens, dans les villages, dans les villes, ça reste un rêve qui est devenu réalité, quoi. On sent bien chez vous, hein, dans la façon que vous avez d'aborder la poésie, l'événement, la Saint-Jean des Poètes, le théâtre, qu'il y a aussi derrière cette belle idée de communauté. Oui, parce que dans communiquer, il y a la racine de communauté, il y a mettre en commun. Qu'est-ce qu'on a à mettre en commun ? Qu'est-ce qui nous réunit aujourd'hui ? Voilà, il y a les livres entre nous, ça peut faire un pont entre nous. Il y a ce partage-là. Il y a 1000 façons de partager ça. Vous recevez des chanteurs, des peintres, chacun a sa façon de s'exprimer. Et l'important, c'est, pour moi en tout cas, le moment ou les moments fugaces où on se croise, où il y a une émotion, quelque chose qui est ressenti. Et après, je dirais, chacun part de son côté. Mais voilà, à la fois on met en commun et après on part chacun sur sa route. Parlez-nous de votre travail, de votre collaboration avec le metteur en scène Paul Grenier. Vous êtes en train de vivre à l'instant. Hein ? Ah oui, là, on joue dans une quinzaine de jours, je crois, si je ne me trompe pas, ça doit être les 15 et 16 juin à Ajaccio, à l'Adia. Donc c'est aussi l'occasion de venir à l'Adia, qui en a besoin ces temps-ci. On joue une pièce d'un auteur contemporain qui s'appelle Joël Pomera, et la pièce s'appelle Cercle Fiction. Et Pomera a l'habitude de dire qu'il n'écrit pas des pièces, mais qu'il écrit des spectacles. Et dans Cercle Fiction, c'est vraiment ça. C'est une pièce spectaculaire où il se passe tout le temps quelque chose. Et ce n'est pas une figure de style, je dirais. C'est une pièce sur les crises. On passe du XIIIe siècle au XXe siècle de la guerre 14-18 à nos jours, avec des personnages qui sont en crise individuelle, qui sont en crise familiale. Il y a des crises de civilisation aussi dans cette pièce. Et tous ces cercles concentriques sont tous dans un tambour de machine à laver, et les personnages en sortent, je veux dire, lessivés pour ceux qui s'en sortent. Mais ça reste pour les comédiens et pour Paul, et j'espère pour les spectateurs, à un moment où, comme dans la poésie, ce qu'on disait tout à l'heure, un moment de rencontre, de partage, et là, pour le coup, d'émotion. Il se passe vraiment quelque chose sur scène. La rencontre, c'est important pour vous. Le lien social également, il est au cœur de votre démarche. Vous avez créé l'association Récré, l'art est créé. C'est ça, c'est redynamiser le lien social. On a parlé il y a quelque temps, il y a quelques années, de fracture sociale.
vous essayez cette fracture de la soigner par les arts? Alors, je vais vous faire une confidence. Il y a quelques années, je me suis posé la question, est-ce que je m'en vais dans un monastère, loin du monde, ou est-ce que je reste dans le monde? Pendant quelques mois, je me suis posé la question et j'ai décidé de rester dans le monde parce que je savais que c'était ça, c'est peut-être un grand mot, mais qui m'appelait. J'avais ce besoin d'être au milieu des gens et de pouvoir parler avec eux et de les entendre me parler. Et c'est ce qui a présidé à la création de l'art est créé, l'art est créé. C'est, je disais, communiquer, c'est mettre en commun. Donc le principe, c'est d'aller vers les gens et de leur proposer ce que chacun d'entre nous sait faire. Moi, pour ma part, je suis formateur, j'anime des ateliers de communication relationnelle. Et on propose ça aux gens. Donc on intervient dans des associations, dans des entreprises, auprès de particuliers. Et l'idée, c'est, on parle de communication, on parle de rencontre, on parle de partage. Et au creux de tout ça, je dirais, il y a l'écoute. Ce qui fait que là, je suis en confiance, c'est que je vois que vous m'écoutez et que vous recevez ce que je vous dis. Et c'est souvent ce qui manque. Je généralise, mais dans nos sociétés, on n'a pas le temps, il y a le portable qui sonne, il y a les enfants ceci, il y a les impôts cela. Et on n'a pas ce temps-là d'écoute de l'autre et aussi d'écoute de soi. Donc, je dirais modestement, en tout cas, chacun à sa mesure, on essaye d'œuvrer dans ce sens-là et de proposer. On n'a pas de recette, on n'a pas de solution. On propose des ateliers ou des formations qui sont des petits oasis d'écoute, en faisant le pari qu'il est possible Il est possible de trouver chez l'autre le meilleur et de lui permettre de s'exprimer. Il est possible cela passe aussi par une certaine forme d'utopie. C'est dans le corpus de votre association. Je vous lis. Il est possible de créer un lieu, un espace pour dire, pour oser se dire sans peur du jugement. C'est ça. Souvent, même tout le temps, quand je commence une formation, je pose le cadre et je parle de l'accueil, de l'écoute, de le droit de se dire et aussi du non-jugement. Parce que si j'ai peur d'être jugé, je vais moins dire, je vais mal dire et je ne vais pas me permettre, je ne vais pas me laisser cette liberté. Et donc voilà, cet accueil, ce non-jugement permet, mais vraiment on le voit, j'ai encore à l'esprit des moments de formation ou d'atelier où les gens me disent « Ah ouais, tu nous as dit qu'il n'y avait pas de jugement, donc je peux dire ça au groupe. » Il y a le jugement, il y a la confidentialité de ce qui se passe entre nous qui permet aux gens de se dire et de découvrir que peut-être ils ont le droit, en tout cas ils peuvent s'accorder la possibilité de dire. Libérer la parole, il y a de ça? S'approprier, libérer la parole, oser dire les choses vraiment, sans ombrage, sans avoir peur du retour. Voilà, et c'est oser dire les choses, mais pas dire n'importe quoi. On entend souvent les gens dire « mais de toute façon, moi j'ai pas peur, je dis ce que je pense ». C'est peut-être pas forcément ce qu'il faut. Je ne sais pas à qui je m'adresse, voilà. Donc il y a toutes ces questions-là. Et dans les statuts de l'association qu'on a déposés en préfecture, on a mis, l'objet, c'est participer à rendre possible la rencontre, la découverte, la communication, par tous les moyens créatifs et récréatifs. Donc voilà, on est à la fois on marche sur ces deux pieds-là. Il ose dire les choses. C'est Xavier Affre, notre critique cinéma. C'est tout de suite son moment critique. Bonsoir, cher Xavier. Vous êtes trop fort, mais c'est pour ça que vous êtes le patron. Bonsoir. C'est ça, Bravo. bon, c'est moi bien. Bravo. Je vous poil. décerne la palme d'or de la présentation du chronique. J'essaie toujours de soigner vos entrées. C'est gentil. Alors, on va encore parler de film cannois. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé hier avec Le Passé. Là, cette fois-ci, on va s'intéresser à un film, le dernier film de Sofia Coppola. Bon, on ne présente plus Sofia Coppola, c'est sorti hier, c'est tout frais. Ça s'appelle The Bling Ring. Alors, c'est un film qui a été présenté qui a fait l'ouverture d'un certain regard à Cannes. Alors, un film, il a fallu batailler pour aller le voir. Moi-même, ayant attendu plus de 3h15, il faut vraiment aimer le cinéma, je vous le dis, pour aller voir un film à Cannes. Mais on ne se plaint pas, je l'ai vu. Alors, c'est avec Israël Broussard, seul garçon du film d'ailleurs, parce que c'est une équipe on va en parler, c'est un gang, un sport de gang composé essentiellement de filles. Donc, avec Cathy Chang, Thaïssa Farmiga, Claire Julien et Emma Watson, qui est quand même l'actrice connue, puisque c'était Hermione dans Harry Potter. Alors, ça se passe à Los Angeles. C'est un groupe d'ados qui est assez fasciné par l'univers people, l'univers des marques, et qui décide d'aller cambrioler, d'abord de regarder sur Internet et de vérifier l'agenda des stars. Alors, apparemment, c'est très facile d'y accéder, visiblement, aux États-Unis, et de voir si elles sont là ou pas, et d'aller cambrioler
les résidences somptueuses de ces stars et de prendre ce qu'elles ont envie, un t-shirt, une paire de chaussures, des bijoux, pour le plaisir de les porter, puis surtout d'être célèbre et de parader un peu sur Facebook notamment, par exemple. Et ce gant qui a vraiment existé, les médias l'ont très vite baptisé Bling Ring. Voici un extrait de la bande-annonce. I was in the 212 on the uptown area. You know what's up, don't you? Oh my god! I'm a rude bitch. That's a cute dress. Did you get a new dress? We had so many beautiful things. Oh, we'll break. I bet you want to. Ladies? He looks hot. I hear helicopters. We're in LA. Don't be such a little bitch. You're stressing me out. Oh my god. Are they gone? Police are investigating the connection of the Hollywood Hills burglaries. America has this sick fascination with a Bonnie and Clyde kind of thing. It all comes back to like bad choices. Who you have as your friend. You can't take her dog. But he likes me. I'm a firm believer in karma, and I think this situation is a huge learning lesson for me to grow and expand as a spiritual human being. I want to lead a country one day, for all I know. Elle a bien changé, Hermione. Hein. Oui, c'est vrai. Et oui, c'est vrai, vous avez raison. Et en fait, c'est tiré d'une histoire vraie. C'est écrit, c'est marqué évidemment dans la bande-annonce, et puis c'est un petit peu sur le dossier de presse aussi. Alors, Sofia Coppola s'est inspirée même d'un article qui était paru dans Vanity Fair et qui disait, enfin, le titre c'était Les suspects portaient des loups-boutins. Donc, c'est un titre qui avait fait effectivement parler de lui aussi. Alors, disons-le de suite, c'est pas le meilleur film de Sofia Coppola, parce que c'est vrai qu'après Lost in Translation ou après Virgin Suicide, c'était difficile peut-être de faire pas mieux, mais d'égaler. Mais en tout cas, c'est un film, moi je trouve, qui a été accueilli diversement à Cannes, mais qui est quand même intéressant. Ça correspond bien au cinéma de Sofia Coppola, de toute façon, puisque c'est l'adolescence, donc ça paraissait logique qu'elle s'y intéresse. Et puis le côté un peu superficiel et vide des États-Unis. Rappelons-nous que dans Somewhere, elle proposait déjà une vision de Los Angeles qui était un petit peu assez superficielle. Elle montrait la vacuité du monde à travers le destin, le parcours d'un acteur qui était sur le retour, enfin qui avait laissé tomber un petit peu le côté Hollywood et qui était comme ça, qui faisait rien de sa vie tout simplement. Elle le montrait assez bien. C'est dynamique quand même, et finalement elle épouse un peu la superficialité des personnages qu'elle montre. Et ça c'est assez terrible, je trouve, parce que elle juge pas, c'est vrai, mais elle montre bien que ces ados sont complètement déconnectés de la réalité déjà, et d'une, puis sont complètement superficiels. Et alors elle tire à boulet rouge sur la société américaine, sur les blogs, sur la télé-réalité, sur les parents, complètement absents. Et donc c'est un film qui est assez réjouissant. C'est bien fait aussi. Et moi je trouve que dans la salle ça riait beaucoup à Cannes. Et moi on rit, mais je trouve que c'est assez jeune finalement, parce qu'on se dit c'est terrible de voir tant de vacuité et tant de bêtises à l'écran ou de superficialité. Et bon, alors c'est vrai qu'on se dit aussi que c'est le produit d'une époque peut-être, et c'est ce que le film pointe, et de manière assez juste. Deuxième film. Alors là on change de sujet. Je suis toujours raccord avec l'aspect politique, vous avez remarqué. Hein, bon, Toujours. ça ne vous a pas échappé. Il y a un mois, il y avait les premiers mariages homosexuels à peu près. Donc on va parler d'un film qui s'appelle L'Inconnu du lac, d'Alain Guiraudy, où on parle d'homosexualité, mais pas que. Il va falloir aller au-delà du sujet. C'est un réalisateur qui est bien connu, qui avait fait notamment Le Roi de l'évasion en 2009, où il y avait déjà des scènes osées. Alors là, évidemment, c'est très cru, là, maintenant. Ça se passe l'été, au bord d'un lac, un lieu de drague pour homosexuels. Et c'est l'histoire de Franck qui va tomber amoureux d'un homme qu'il rencontre, s'appelle Patrick dans le film. Un homme dangereux, et il le sait très vite, mais il est quand même fasciné par ce personnage. Et c'est le début d'une passion amoureuse, j'allais dire lambda, non, mais le début d'une passion amoureuse. Voici un petit extrait de la bande-annonce. Vous venez souvent ici, vous? Je vous ai jamais vu dans les parages. Vous êtes un habitué, vous? Oui. Mais cet été, c'est la première fois que je viens. Vous n'avez pas perdu silure? Celui de 10 mètres? 5, ça suffira. C'est des conneries, tout ça. Moi, j'aimerais pas me retrouver face à un tel engendrant. C'est le nageur que tu cherches, je l'ai pas vu cet après-midi. Il va venir. Fait chier, chaque fois qu'un mec me plaît, faut qu'il soit déjà avec quelqu'un. Ça a l'air sérieux, leur histoire. L'autre, il le lâche pas. Il n'y a pas que lui non plus. Salut. Bonjour. T'as pas vu des femmes? Si tu veux mon avis, tu t'es trompé d'endroit, là. Ok, il est bronzé, il est musclé, il est bien foutu. Mais je te jure qu'il est bizarre. Ils ont pêché à noyer ce matin. Déjà que le silure en avait refroidi, putain. Le silure, ça attaque pas l'homme. C'est pas parce qu'on l'a jamais vu que ça se peut pas. Vous pensez à un meurtre?
Alors vous avez pu le constater, on n'est pas chez Sofia Coppola, c'est pas tout à fait le même registre au niveau de la bande-annonce. Mais fidèle à son style, le réalisateur livre vraiment un film qui est délicat et à la fois cru sur l'homosexualité, mais qui va au-delà, c'est sur la puissance du désir. C'est vraiment très très bien joué. Alors il y a des scènes crues, mais ça s'insère très bien dans le récit, il faut aller au-delà. Érotisme, sensualité, désir, fascination pour le mal, tout ça c'est des thèmes qui sont abordés par ce film. Il y a une superbe utilisation de la nature, avec le côté un petit peu symbolique aussi. Et surtout c'est un film qui change de registre en cours de film. On se dirige vers la tragédie, il y a même des côtés inquiétants, angoissants. C'est un film remarquable, moi je pense que c'est l'un des meilleurs films de Cannes tout simplement cette année. Voilà. Merci Xavier. François-Xavier Marc, vous avez devant vous une tablette numérique. J'aimerais que vous la preniez et que vous nous commentiez ce dessin. C'est un dessin de Sampé. Alors vous pouvez lire. Oui, alors un petit bonhomme dit à un autre petit bonhomme au milieu d'un amoncellement de livres. Je vous envie beaucoup, j'aurais tellement voulu faire comme vous un livre, avoir l'impression de sortir de la masse. Donc oui. Je veux dire personnellement, c'est une question qui se pose à moi. Et là me vient on parlait de Charles Julier, qui sera donc invité à la Saint-Jean des Poètes. Et une fois, on échangeait sur ça et je lui disais que j'écrivais, mais je ne savais pas trop le sens, le pourquoi j'écrivais. Sur le moment, je me disais, ah oui, tiens, il y a quelque chose de bien, j'écris, mais après, à quoi ça sert et donc là, on vient à la question de pourquoi publier. Et lui m'a dit une phrase qui m'est restée, qui me reste, c'est si une phrase que vous avez écrite tombe un jour entre les mains d'une personne qui la lit et que cette personne est émue par cette phrase, ça justifiera simplement ça, justifiera le fait que vous ayez écrit. Et je garde cette phrase à l'esprit. Après, de là, pour moi, il y a une différence entre écrire et publier. Il y a un pas à passer, mais en tout cas, j'aimerais bien trouver cet endroit et je pense que... Autour de tant de livres. Ah oui, je serais très heureux. Le paradis, c'est ça. Ouais. Il y a chez vous une... Alors peut-être que c'est un peu excessif ce que je vais dire, mais je vais oser le dire. Une impérieuse nécessité d'écrire. Je choisis pas quand j'écris. Et d'ailleurs, Charles Julier fait la différence entre la poésie, quand il écrit de la poésie, et quand il écrit son journal, ou des romans, ou des récits. Il dit, un récit, mon journal, je me mets à table et j'écris. Tandis que la poésie me saute dessus, elle s'impose à moi. Et c'est vrai que j'ai essayé à un moment de m'astreindre à une règle, d'écrire tant de temps par jour et tout ça. Ça provoque des choses. Il y a des choses qui s'écrivent, qui ne se seraient pas écrites dans d'autres situations. Mais globalement, c'est l'écriture qui vient, qui me dit écris un truc. Donc je le fais. Mais il n'y a pas l'édition qui me vient et qui me dit édite un truc. Pour le moment. Pour le moment. Ouais. Juste avant vos conseils de lecture, je voudrais. On a vu à l'image quelques-unes des couvertures de la collection de poésie de Jean-Jacques Colonna d'Istria. Il y a une quinzaine d'auteurs, je crois. Oui. Je voulais absolument en parler parce que c'est, à mon sens, quelque chose de courageux. Pour un éditeur indépendant de proposer de la poésie, c'est indispensable. Il va laisser, certainement, j'ose le dire, j'imagine, c'est un pari en tout cas, une trace. Une trace parce qu'il y a une diversité d'auteurs. Et puis il y a un fil conducteur, c'est le plaisir des mots, le plaisir de dire les choses sans avoir peur du regard de l'autre, justement. Et puis, il y a de très, très, très belles plumes dans la collection. Alors, je vais pas tous les citer, évidemment, mais je pense à Henri-Étienne Dessolles, je pense à Franck Castellane, à Tristan Casabianca, à Aristide Nerrière, évidemment, à Jean-Charles Barguez, enfin, beaucoup d'auteurs. Oui, et c'est Conseil vrai que de lecture. C'est une réponse aussi à ce dessin-là. C'est le corollaire. Voilà, si dans cette bibliothèque-là, il y a ces livres-là, et si une personne par hasard passe, voilà, tout l'enjeu est là. Alors, on ne va pas avoir le temps d'évoquer tout. Si vous avez un livre pour le moment ou deux à nous chroniquer, allez. On va commencer par celui-là. Je vais le montrer. Charles Julier, on en a parlé beaucoup aujourd'hui. Si vous voulez, je vous lis un petit passage. Allez, vous avez 30 secondes. OK. Juste 30 secondes et on terminera sur ça. On va finir sur ça et c'est la raison d'être de tout ça. Donc il se parle à lui-même. Depuis cette seconde naissance, tout ce à quoi tu aspirais mais qui te semblait à jamais interdit s'est emparé de tes terres. La paix, la clarté, une douceur humble et aimante. Parvenu désormais à proximité de la source,
tu es apte à faire bon accueil au quotidien. Et tu sais qu'en dépit des souffrances, des déceptions, tu sais maintenant que toutes les fibres de ton corps, combien passionnante est la vie. Ça pourrait être aussi une phrase en exergue de la Saint-Jean des Poètes, quoi. Très très belle langue que celle de Charles Juliet. Je l'ai lu vite, mais voilà, il faut le faire passer là. C'est vraiment le genre d'auteur qui vous touche, qui vous émeut, qui vous embarque. Oui, d'autant plus ce titre-là, Lambeau, et j'invite vraiment les gens à venir lire leur poésie, à oser venir les lire et à oser venir rencontrer Charles Juliet, parce que ce qui relie Charles Juliet à la Corse est aussi immense. Il a passé des vacances dans son enfance à Ajaccio, à Petrette, au Bikizane. Il y a ce lien avec la Corse et l'histoire de sa maman qui est contée là fait un écho à beaucoup d'histoires corse locales. Voilà, donc j'invite les gens à venir rencontrer cet auteur immense. Lambeau, Charles Juliet, on pourra le découvrir donc lors de la Saint-Jean des Poètes. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous autour de la poésie, de la littérature et du cinéma avec notre très cher Xavier qui venait tout fringant de Cannes, comme tous les ans d'ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous n'avez pas perdu votre temps devant votre poste de télévision. À très bientôt sur France 3 Corse via Stella, évidemment.